La police de la pensée contre le révisionnisme chapitre 5. Du jugement de Nuremberg à la loi Fabius-Guessot. Par Éric Delcroix, avocat au barreau de Paris. Chapitre 5. Les recours possibles contre cette loi. Contre la loi Fabius-Guessot, il est des recours d'ordre judiciaire et d'autres recours encore. La Convention européenne des droits de l'homme. La France est liée par des conventions internationales qui, se multipliant, tendent à dissoudre la particularité nationale dans des ensembles cosmopolites. Sur les droits de l'enfant, sur la peine de mort et sur d'autres sujets, la France en est amenée à rendre des comptes à la Bolivie, à la Hollande ou à d'autres pays quant à sa propre manière de concevoir les choses. Il n'y a pas matière à se féliciter d'une telle évolution, mais il est louable d'en tirer parti pour combattre la loi Fabius-Guessot. En son article 6, la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ». Or, nous avons vu ci-dessus, p. 25 à 26, que la loi Fabius-Guessot transgresse le principe de séparation des pouvoirs. En créant cette loi, le Parlement, c'est-à-dire le pouvoir législatif, a amputé l'autorité judiciaire de sa prérogative la plus normale. Il a dépossédé les juges de leur absolue maîtrise en ce qui concerne la constatation du fait et l'appréciation du fait. Il a, par des voies détournées, arbitrairement limité la souveraineté du juge. Le paradoxe est que les juges de Nuremberg, ligotés par toutes sortes d'obligations propres à un tribunal d'exception ou, plutôt, de circonstance, étaient pourtant plus libres que les juges français qui ont à faire application de la loi Fabius-Guessot. Cette loi a tout bouleversé. Dans un état dit de droit, elle perpétue les pratiques d'un tribunal de circonstance issu d'un temps de guerre et elle en aggrave les errements. Ainsi que nous l'avons vu, ci-dessus, p. 29, on en est venu à priver les révisionnistes de droits qu'on reconnaît, recruitment, il faut l'admettre à de présumés criminels nazis. L'article 10 de cette convention, avec ses restrictions. En son article 10, la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Cependant, la même convention s'empresse d'ajouter que cette liberté d'expression, fièrement proclamée, connaît aussi d'autres limites que celles mentionnées dans la dernière phrase et que ces limites sont fort nombreuses. Elle précise en effet l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire soulignées par moi. Toutes ces restrictions, accumulées comme à plaisir, permettent aux juges timorés ou partisans de s'opposer à l'exercice de la liberté d'expression. Il sera toujours louable à ce juge de prétendre que le justiciable s'est, sur tel sujet, exprimé d'une manière qui porte atteinte, par exemple, soit à la prévention du crime, soit à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Il pourra affirmer que contester l'existence des chambres à gaz nazis représente, on ne sait d'ailleurs trop pourquoi, une atteinte à la réputation des Juifs. Cependant, comme on va le voir, les défenseurs de la loi Fabius-Guessot ne peuvent pas invoquer ces restrictions. La Convention ne prévoit pas qu'on puisse interdire l'étude d'un sujet historique. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne permet pas qu'un État démocratique aille éventuellement jusqu'à supprimer le droit d'étudier un sujet quelconque. Car il faut bien voir que la loi Fabius-Guessot oblitère totalement un sujet où pourraient s'exercer les libertés d'opinion et d'expression. Et cela, la Convention ne l'avait pas prévu.
Nulle part, cette convention ne va jusqu'à prétendre que l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités tels qu'au-delà des formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, il y a lieu de décider que tel ou tel sujet de discussion, de controverse, de réflexion, en matière d'histoire, de biologie, de droit, devra être interdit, supprimé, oblitéré totalement et à jamais. Depuis 1946, il est paru 1000 ouvrages ou études consacrés au procès de Nuremberg. Les juges de Nuremberg, les procureurs, les avocats, les accusés y font l'objet d'analyses, de critiques, de contestations diverses. Les faits que les juges avaient tenus pour établis ou de notoriété publique ont été ainsi réexaminés, révisés, réévalués. Certains de ces faits se sont révélés totalement faux. De telles études et de telles révisions n'ont rien que de normal. Or, voilà que, par l'effet d'une loi publiée le 14 juillet 1990, les Français se sont soudain vus privés d'un droit qu'ils exerçaient jusque-là normalement, du moins en principe. Tandis que continuent de jouir de ce droit les sciences historiques américaines, anglaises ou russes, la science historique française, elle, a reçu du Parlement français l'ordre de suspendre toute recherche critique dans un certain domaine. En agissant ainsi, le Parlement français s'est arrogé un droit qui est exorbitant en son principe et insupportable par ses effets sur la science historique de notre pays. Un recours contre l'application de la loi Fabius-Guessot est donc possible. Il laisse soit auprès de la juridiction française qui juge d'un délit de révisionnisme, soit auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, institution internationale qui, sous certaines conditions, peut recevoir les requêtes de personnes se plaignant d'une violation des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cette Cour siège à Strasbourg. La Convention ne peut admettre qu'on interdise au peuple le droit de savoir par lui-même. Jupiter a fait perdre l'esprit à nos censeurs qui ont multiplié les délits d'opinion, allant jusqu'à créer de tels délits inavoués et même innommés puisque les opinions des dissidents sont qualifiées de délits et non pas des opinions. Le révisionnisme n'est pas une opinion mais un délit. Pour couronner l'édifice, ils ont effectivement créé le délit de révisionnisme. Leurs victimes se comptent parmi des Français que la répression frappe durement et dans le silence, pour l'instant du moins. Mais la France tout entière est aussi leur victime en ce sens qu'ils manifestent par là, de façon insultante, leur mépris à l'égard du peuple tout entier. Ce peuple, ils le qualifient de souverain mais ils le traitent en enfant. Ils s'en méfient. Se flattant de défendre le gouvernement du peuple, ils s'arrogeant le droit de définir la démocratie à leur façon et, pour commencer, retirent au peuple le droit de savoir par lui-même. Contre le droit pour chacun d'acquérir son propre savoir, ils ont créé les délits d'opinion et, en même temps, institué ce qu'ils appellent une pédagogie. Le mot est révélateur, la pédagogie est la science de l'éducation des enfants. Le peuple, tenu pour incapable de discernement, est traité à l'égal d'un enfant qui ne saurait se passer de pédagogue. Et le monopole de cette forme d'éducation revient, bien entendu, à ceux qui se sont eux-mêmes proclamés démocrates. À la Cour européenne de Strasbourg, il convient de montrer que la loi Fabius-Guessot édicte l'interdiction de contester et donc l'interdiction de savoir. Sans contestation, objection, discussion, il n'y a ni science, ni connaissance. Au pays de Descartes, ce devrait être une évidence. Il est paradoxal qu'au pays des droits de l'homme soit paru au journal officiel de la République française, sous la signature du président de la République, le 14 juillet 1990, jour où se commémore la prise de la Bastille au nom de la liberté, une loi sur la liberté de la presse qui abolit le droit de contester et, par conséquent, le droit au doute, à la recherche, à la connaissance et à la science. Ou bien voudrait-on donner raison aux sceptiques pour qui les professions de foi en faveur de la liberté, de l'égalité et de la fraternité ne sont que l'expression fallacieuse d'une idéologie foncièrement dominatrice, fondée sur la convoitise, l'usure et la corruption, et sûre d'elle-même. La Convention ne peut admettre qu'on entrave la recherche scientifique.
Aussi longtemps que la loi Fabius-Guessot semble respectée et tant que la croyance aux chambres à gaz d'Auschwitz est affirmée, fût-ce en une formule rituelle, la recherche scientifique sur certains points de l'Holocauste reste admise. Le révisionnisme historique est proscrit mais le pseudo-révisionnisme à la Jean-Claude Pressac est autorisé. Pressac a eu le droit de publier un ouvrage intitulé « Les crématoires d'Auschwitz ». La machinerie du meurtre de masse, Centre national de la recherche scientifique édition, 1993. Décrit comme pharmacien le jour et historien la nuit, l'auteur accumule tant d'inepties qu'on peut dire de son livre qu'il restitue aux mots des élucubrations son sens plein et originel d'ouvrage composé à la lueur de la chandelle, dans ces moments où la folle du logis tend à se donner libre cours. Il faut lire la cinglante réplique qu'il s'est attirée de la part du professeur Robert Faurisson dans une réponse à Jean-Claude Pressac sur le problème des chambres à gaz, 1. Mais il reste que, par bien des aspects, le livre de Pressac viole la loi antirévisionniste sans qu'on lui en fasse grief. Ce qui sauve Pressac, c'est qu'il affirme sa foi dans le tabou des chambres à gaz nazies et même qu'il prétend vouloir prouver l'existence et le fonctionnement de ces chambres, sans pourtant en fournir la moindre représentation physique sous la forme d'une photographie ou d'un dessin. Peu importe alors, aux yeux de la police des idées, s'il enfreint la loi, l'intention est pure. C'est assez dire qu'on est loin du respect des lois laïques et des juges laïcs et qu'on est proche de la loi scripturaire commentée par les docteurs de la foi religieuse. Dans une interview recueillie par le journaliste juif Laurent Greilzamer, Pressac redouble d'audace dans ses défis à la loi antirévisionniste. 2. Il en a le droit. Il pratique, nous assure le journaliste du Monde, un révisionnisme au sens noble du terme. Noble émanant, la loi n'est pas la même pour tous. Dans sa réponse à Jean-Claude Pressac sur le problème des chambres à gaz, le professeur Faurisson avait noté que, pour Pressac, le total des morts d'Auschwitz n'était plus de 9 millions, chiffre donné à la fin du film Nuit et brouillard, ni de 4 millions, chiffre décrété d'office et inscrit jusqu'en avril 1990 sur le monument d'Auschwitz-Birkenau, mais de 775 000, arrondi à 800 000. Il avait ajouté que, le moment venu, Pressac réduirait encore ce chiffre. Quelques mois plus tard, les événements allaient donner raison au professeur. Dans la récente édition en allemand de son ouvrage, 3, Pressac ramène le total des morts d'Auschwitz à un minimum de 630 000, il précise, de 630 000 à 710 000. Ainsi va l'histoire pseudo-révisionniste. Ainsi apparaît en même temps une sorte de recours naturel contre la loi Fabius-Guessot. Il suffit, pourrait-on dire, d'attendre un peu pour que cette loi se vide de son contenu. Les auteurs antirévisionnistes à la Pressac se chargeront de la besogne. À son corps défendant, Arnaud Mayer, professeur, d'origine juive, à l'université de Princeton, vient déjà de donner plus qu'à demi-raison aux révisionnistes en écrivant. Les sources dont nous disposons pour étudier les chambres à gaz sont à la fois rares et douteuses, de 1942 à 1945, à Auschwitz en tout cas, les causes dites naturelles tuèrent plus de juifs que les causes non naturelles, la solution finale dans l'histoire, préface embarrassée de Pierre Vidal-Naquet, La découverte, 1990, p. 406, 410. Autre recours possible. On n'entrave pas facilement le progrès d'une idée. Une armée de fonctionnaires monte la garde contre le révisionnisme historique. Pour ne s'en tenir qu'à Paris, les magistrats de la XVIE chambre correctionnelle du tribunal de grande instance et de la 4e section du parquet, ceux de la XIE chambre de la cour d'appel, les policiers du 4e cabinet de délégation judiciaire chargé des enquêtes, d'autres fonctionnaires du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, du secrétariat d'État chargé des anciens combattants, du ministère de l'Éducation, du ministère de la Culture passent chaque jour tous les écrits au peigne fin, pour y détecter les moindres manifestations de révisionnisme. Ils n'en peuvent mais. Il faudrait décupler sinon centupler les procès. Une nouvelle loi antirévisionniste est en préparation. Rien n'y fera. Les Darcos et les Valdès-Boulouk, tout comme les Chalandon, Fabius, Sarr, Guessot, Méhaignerie, Pasqua, Cormand, Gobert en seront pour leurs frais même si,
pour l'heure, la soupe est bonne à supposer que la France se dote de la loi Cormand-Gaubert, ou Pasqua-Gaubert, et à supposer que l'Europe entière se livre à la chasse aux écrits révisionnistes, la police de la pensée s'essoufflera dans cette interminable poursuite, du Yunnan à la terre Adélie. L'exemple des États-Unis est parlant. Le révisionnisme historique se déploie sur les campus des universités américaines et pénètre jusque dans les grands moyens d'information, malgré l'opposition déterminée d'une communauté juive réputée pour sa puissance, en particulier dans les médias. À l'heure de l'information électronique, des satellites, des réseaux câblés et de toutes sortes de moyens de communication qui se développent à une vitesse incontrôlable, on ne voit plus comment une armée de fonctionnaires, même aidée d'une armée de délateurs, pourrait encore, en s'appuyant sur des textes de loi, empêcher l'échange des idées. Au cas, invraisemblable, où le monde occidental tout entier s'efforcerait de proscrire le révisionnisme en injectant des milliards dans le fonctionnement de la grande machine répressive, il resterait un recours pour le révisionnisme français, celui de la délocalisation. Ce n'est plus de Paris que les Français s'adresseraient aux Français mais de Beyrouth, de Singapour ou de Tokyo, et cela sans passer nécessairement par l'écrit. Animés de cette confiance en l'avenir, certains révisionnistes français ne courberont tout simplement pas la tête. Au substitut Marthe Didier qui, l'écume aux lèvres, requérait contre le professeur Forisson une peine de prison avec sursis en le menaçant pour la prochaine fois d'une peine de prison ferme, ce dernier n'avait-il pas fait remarquer au tribunal « Je suis prêt à aller en prison. Ce serait un honneur pour moi et, pour ceux qui décideraient de m'y envoyer, un déshonneur. » La rébellion des révisionnistes se fait de plus en plus ouverte à mesure que s'aggrave la répression, selon leur formule, ils refusent de collaborer avec la police et la justice française dans la répression du révisionnisme historique. 3 droits primordiaux sont inscrits à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces droits sont la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Il ne fait guère de doute que, pour leur liberté et pour celle de tous les Français ainsi que pour assurer leur sûreté et celle de tous les intellectuels de ce pays, les révisionnistes français, s'inspirant d'une longue tradition de lutte contre les lois scélérates, useront de leur droit de résistance à l'oppression. Les syndromes autrichiens et allemands. L'annexe 4 du présent ouvrage est consacrée à de brefs aperçus de la répression légale à l'étranger. On y constatera que l'Autriche a suivi en 1992 l'exemple de la France et qu'elle possède une loi permettant d'infliger à un révisionniste une peine d'un an à 10 ans de prison. Cette loi a déjà été appliquée à Gerdonsic, condamné à 18 mois et 10 jours de prison, lequel a trouvé refuge en Espagne. Elle devait également être appliquée à l'ingénieur Émile Lachoux et à l'ingénieur Walter Lüftl, président de la Chambre des ingénieurs d'Autriche. Le premier avait, en 1987, publié le sensationnel document Müller ou document Lachoux, voix. Un sujet de réflexion pour les historiens, les récentes révélations du document Müller, Annales d'histoire révisionniste, printemps 1988, p. décembre 2015. Le second avait, en mars 1992, rédigé une étude technique concernant les présumées Gesichter d'Auschwitz. Sa conclusion était formelle, technisch unmöglich, ces Gesichter étaient techniquement impossibles, voix. Revue d'histoire révisionniste numéro 6, mai 1992, p. 200. À l'initiative des organisations juives d'Autriche, le ministère public de Vienne ouvrait une information contre les deux ingénieurs. Lachoux était notamment accusé de faux. Une vaste campagne de publicité par le livre et la télévision se déclenchait contre lui. Sa femme et lui étaient chassés de toutes les organisations auxquelles ils appartenaient. Pendant plus de 6 ans et demi, malgré ses demandes réitérées, Lachoux ne pouvait obtenir une décision du ministère public. Il devait saisir la Cour des droits de l'homme siégeant à Strasbourg pour prolongation abusive de procédure. Le 24 mai 1994, le ministère public autrichien se décidait enfin à lui signifier sa décision par une ordonnance de non-lieu. Une décision identique était rendue le 8 juin en faveur de W. Lüftl.
la presse autrichienne tout entière fait état des protestations indignées du Centre de documentation juive de la résistance autrichienne pour lequel il s'agit d'un sérieux revers dans le combat contre la contestation de l'Holocauste et d'une carte blanche pour tous les futurs contestataires de l'Holocauste. Le ministre de la Justice, Nikolaus Michalek, en est tenu pour responsable. Ces deux événements et tout un ensemble de signes et de symptômes aux causes les plus diverses permettent de parler d'un syndrome autrichien qui pourrait se manifester dans les pays qui ont cru bon d'utiliser la répression judiciaire la plus forte possible contre toute manifestation de révisionnisme. C'est le cas de la France et de l'Allemagne, même si cette dernière attend encore la décision du Bundesrat pour avoir sa propre loi anti-révisionniste. Même si le ministre autrichien était conduit à démissionner et même si Lachou et W. Luft l'étaient à nouveau inculpés, la répression aura désormais de fâcheuses répercussions pour la police de la pensée. Déjà, le plus connu des journalistes autrichiens, Richard Niemeriter, qui, dans Kronenzeitung, signe Staberl, défie ouvertement à la fois cette police et le responsable, en Autriche, de la colonie juive. En Allemagne, le couvercle de la marmite judiciaire se soulève. Des juges du tribunal de Mannheim ont condamné le révisionniste Günther Decker à un an de prison mais avec sursis. Ces juges ont été manifestement sensibles à l'argumentation révisionniste sur les impossibilités physiques des chambres à gaz, ils ne peuvent qu'avoir été ébranlés par la succession des récentes expertises chimiques, en particulier celle de l'Américain Fred Lechter et celle de l'Allemand Germar Rudolph, qui confirment en tout point les découvertes du professeur Faurisson. Fidèles à leur rôle de chiens de garde, les grands médias du monde entier réclament la démission des juges. Scandale judiciaire outre-Rhin, Le Monde, 12 août 1994, p1. Note 1. Diffusion RHR, boîte postale 122, 92 704 Colombes-Cedex, France. 2. Les plans de la mort, Le Monde, 26/27 septembre 1993, p7. 3. JC. Pressac, dit crématorien von Auschwitz/dit technique des Massenmord, Piper Verlag, Muchen, Zurich, 1994, 18 211 p.